Ok, donc là c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Let's go. Hello guys, bienvenue dans ce nouvel épisode d'après minuit. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, c'est Jade Sarah. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, bienvenue sur Après minuit. Après minuit, c'est l'espace libre, unapologétique, où on a des conversations qu'on a normalement que entre femmes à 2h du matin après la soirée. Bref, tu l'as compris, c'est parti cette semaine pour un nouvel épisode très spicy, un épisode que je vous tease depuis des mois. Et franchement, pour vous dire la vérité, je n'avais pas pour intention de vous le teaser pendant aussi longtemps, mais je pense que j'ai eu juste besoin d'être prête pour pouvoir vous livrer ce qui est important pour moi de vous dire dans cet épisode. Donc, let's go. Let's go. Il fait 58 degrés, on est sous canicule, je suis sous ventilo, je suis sous glow naturel. et on va parler de la décision la plus radicale et la plus courageuse de toute ma vie. Installe-toi, j'espère que t'es prête, j'espère que tu as attaché ta ceinture parce que it's gonna be deep. Est-ce que j'attacherai pas mon micro déjà pour commencer pour cet épisode qui va s'annoncer, hop, très intense. Je sens que j'aurai besoin de mes mains, tu vois, donc on va commencer comme ça. Ok. Je sais pas si tu étais là déjà l'année dernière, à peu près à la même période. Pas à peu près à la même période. Jour pour jour à la même période. Oh my god, je viens de réaliser. Ok, full circle moment. Il y a un an, sur Instagram, je t'ai annoncé quelque chose. Tu t'en souviens ? Tu t'en souviens si tu étais là ? Parce que beaucoup de personnes depuis m'ont demandé des updates, des nouvelles, des que se passe-t-il, des pourquoi on n'a plus d'autres annonces qui sont liées à cette première annonce. Bref, il y a un an, je t'annonçais que j'allais me marier et donc je te partageais mes fiançailles. Et aujourd'hui, je t'annonce que j'ai rompu mes fiançailles. Ça fait 10 mois maintenant, donc finalement c'est arrivé assez vite après la demande. Et en fait, au début, j'avais pas spécialement prévu de faire un peu une contre-annonce ou simplement le fait de partager que j'avais rompu mes fiançailles parce que j'ai jamais trop ressenti, en tout cas récemment, depuis 3-4 ans, et si tu es une auditrice ou une abonnée depuis longtemps, tu le sais. J'ai opéré un peu un changement de ligne éditoriale, de DA il y a 3-4 ans, je dirais, où effectivement ma vie privée a pris beaucoup moins de place de manière générale sur les réseaux sociaux. Et donc, c'était pas du tout un secret que j'étais en couple, mais c'était vraiment du domaine privé. Et donc, la seule petite écartade à cette règle que j'ai eue, c'est effectivement pour partager un peu ce milestone, tu vois, cette espèce de point référence dans la vie de quelqu'un qui, en tout cas, a envie de se marier, ça y est, il y a eu les fiançailles, là. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai pas eu le sentiment plus tôt de devoir forcément partager des updates. Enfin, moi, je suis très libre, en fait. C'est-à-dire que même si je te dis A le mardi, si le mercredi, j'ai envie de te dire B, j'estime que je vis ma vie avec liberté, que je connais mes points de cohérence, que je connais mon éthique, que je connais ma ligne de conduite et que donc ça ne m'engage pas spécialement. Tu vois un peu ce truc de oui, mais tu partages publiquement, t'es une personnalité, whatever. Déjà, moi, je me considère pas du tout comme une personnalité publique, je me considère comme quelqu'un qui crée des projets, qui fait des choses et qui a ce goût du partage et de la transmission et qui donc décide de ce qu'elle a envie de partager et de transmettre. Mais en fait, ça n'a aucune prise sur la manière dont j'ai envie de vivre ma vie, les décisions que je prends. En fait, cette partie réseaux sociaux, public, contenu et tout, je m'en affranchis totalement lorsqu'il s'agit de faire des choix pour ma vie. C'est-à-dire que vraiment, ça n'est à aucun moment une entrave dans la manière dont je fais mes choix, etc. Donc en fait, moi, j'étais bien avec l'idée de juste vivre ma vie. J'ai pris cette décision de rompre mes fiançailles et puis go with the flow, tu vois. Et en fait, en partageant petit à petit la nouvelle à mes proches, à mes amis, premier cercle évidemment tout de suite, puis deuxième cercle, puis troisième cercle, et puis en fait c'est pas un secret, donc petit à petit ça se sait dans mon écosystème pro, perso, semi-pro, amical, sportif, bref, je me suis rendu compte dans les feedbacks que je recevais que c'était aux yeux des gens ultra fort comme choix.
évidemment que pour moi aussi, et je vous en parlerai, c'est tout l'objet de cet épisode, c'est une décision qui m'a demandé beaucoup de courage, c'est une décision qui m'a demandé énormément de travail interne, etc. Donc forcément, c'est une décision bold, qu'il faut vraiment assumer, tu vois, dans la vie privée. Mais je me suis rendu compte dans le regard des gens à quel point il y avait beaucoup de choses qui se jouaient dans la décision. Je pense que, voilà, décision en tant que femme, rapport à la société, regard de la famille, jugement des proches, peur de ne pas être comprise, l'âge, je rappelle que j'ai 33 ans, etc., etc., etc. Bref, tout ça, je l'ai eu en feedback dans le regard de mes proches ou des personnes en tout cas à qui je partageais la nouvelle. Et il y a une espèce de témoignage un peu commun à chaque fois qui se tissait en mode mais raconte-moi ton cheminement, ton parcours, comment tu t'en es rendu compte et pourquoi t'as pris cette décision et comment ça a été accueilli, mais comment t'as fait, mais t'as pas eu trop peur de ci, t'as pas eu trop peur de là, et tadada, et tadada. Et en fait, plus je recevais ces feedbacks et puis je me suis dit waouh. En fait, il y a énormément de personnes qui d'ailleurs, pour qui d'ailleurs, quel que soit le sujet dont on parle, vie pro, vie perso, vie maritale, vie en tant que parent, etc., plein de personnes se sentent bloquées dans des situations et n'arrivent pas à prendre des décisions radicales, courageuses, bold, qui les amèneraient potentiellement à être jugés ou à être incompris. Et donc, à travers cette histoire-là, tu vois, je sentais l'effet miroir et le truc de « Oh purée, mais attends, mais comment t'as fait ?» Et donc je me suis dit « Ok, tu sais quoi je vais en parler sur Après Minuit parce que le but, vraiment, l'essence et le sens de ce podcast, c'est de pouvoir ouvrir des espaces de discussion qui sont habituellement rares, tabous. Et en fait, surtout pour les femmes, rare et tabou surtout pour les femmes, et surtout un espace de discussion sans jugement, sans langue de bois, vous me connaissez, où on va pas se raconter une histoire, où je vais pas vous raconter une histoire cousue de fil blanc, de Disney. Non, en fait, non, je vais vous raconter des trucs comme je les ai vécus, donc ça va être raw, ça va être deep, ça va être un peu bordélique sûrement, même si j'ai pris les petites notes dans mon carnet, donc je vais quand même essayer de structurer l'épisode parce qu'encore une fois, le but de cet épisode n'est pas juste de parler de moi et de vous raconter ma life. Le but de cet épisode, c'est de vous partager un témoignage qui, en effet miroir, pourra vous donner de la force, du courage, de la liberté, de la souveraineté pour votre propre vie, pourra, je l'espère, vous inspirer, vous empuissancer, En fait, c'est tout ça. Donc, rembobinons un petit peu les choses. Je me suis dit déjà, voilà, je vais commencer l'épisode comme ça, je vous ai droppé le truc, voilà, j'ai rompu mes fiançailles. Ça fait 10 mois donc, que j'ai rompu mes fiançailles, donc c'était après l'été de l'année dernière. Et déjà, je pense que vous l'avez vécu, vous l'avez vu à travers mon contenu si vous étiez déjà là, mais mon voyage à Bali a été un petit peu le point culminant de ce switch de vie, parce que c'est une décision que j'ai prise juste avant de partir à Bali. Et donc, le voyage à Bali est arrivé vraiment comme un milestone, je sais même pas comment expliquer, parce qu'en fait, ce voyage, ça a été le plus beau voyage de ma vie. Ça a été le moment le plus libérateur, délicieux, vraiment de reconnexion à moi, mais à tout niveau. Et en fait, il est venu s'inscrire en fait dans le cheminement qui était le mien, comme un peu la dernière étape d'un processus interne, qui était je me retrouve, je me fais confiance, je me connecte à mon intuition, et je m'autorise vraiment à vivre la vie dont je rêve. Et vous allez le comprendre un petit peu dans la manière dont j'ai cheminé. La vie dont je rêve, c'est une vie extraordinaire, au sens vraiment premier et profond du terme. Une vie grandiose. Et je vous en ai parlé dans un épisode d'ailleurs qui a énormément résonné. Je crois que c'est l'épisode qui a le plus été fécond pour vous en termes de réflexion depuis le début d'après minuit, qui est mon besoin d'absolu me fait souffrir, en 2 parties. Et donc vous le savez, j'ai un besoin d'absolu, j'ai un besoin de grandiose, j'ai un besoin de vivre ma vie selon une vision qui est très particulière, qui est peut-être aussi parfois un peu à contre-courant.
Et donc ça, c'est quelque chose que je sais de moi, mais on va dire qu'à partir de Bali, à partir de cette décision, évidemment, ça a été quelque chose que je savais de moi, mais que j'ai décidé d'assumer pleinement, de manière ultra libre, hyper unapologétique. Vraiment, j'ai fait ce switch, ce dernier pas ultime. Alors, on parle d'un cheminement qui est super long là pour le coup, de thérapie, de plein de choses de ces 10 dernières années. Mais là, c'était le point culminant de, en fait, je vais être like really fucking unapologetically moi-même, tu vois. Il y a vraiment ce truc qui s'est... Ce dernier verrou qui a pété, où tu es là, en fait, je suis pas en vie pour faire plaisir aux autres, et je suis pas en vie pour être comprise, je suis pas en vie pour avoir une trajectoire qui est compréhensible pour les autres, mais pas pour moi-même. Et ni pour continuer à alimenter un narratif qui peut-être à un certain moment me définissait et me convenait, mais qui manifestement ne me convenait plus at some point, tu vois. Donc déjà, c'était ça un petit peu le point de départ, le point, on va dire, culminant de ce changement de vie et de cette décision ultra radicale. Et donc pour vous remettre un petit peu de contexte, parce qu'il y a des personnes qui auront l'historique, il y en a d'autres qui n'auront pas, parce que, voilà. Donc moi j'ai été en couple pendant 10 ans, donc c'était un grand chapitre de 10 ans, mais à l'intérieur de ce grand chapitre de 10 ans, il y a eu 2 ruptures, donc 2 breaks au final, hein, puisqu'on s'est retrouvés un peu plus tard après. 2 breaks, un long et un moins long, mais en gros sur les 10 ans de lien, parce que par contre le lien n'a jamais été rompu, on a été 10 ans ensemble, mais sur les 10 ans ensemble, il y a eu vraiment 8 ans de couple. Et donc c'est vraiment une personne que j'ai rencontrée forcément quand j'avais 23 ans. Donc une version de moi, forcément beaucoup plus juvénile, beaucoup moins construite, beaucoup moins affirmée, beaucoup moins consciente aussi de ses besoins, de ses schémas, de tout un tas de choses. Et surtout, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à un moment de ma vie où j'étais très très vulnérable, je pense, avec le recul. Très vulnérable, très en construction, très en questionnement. Et donc on a vraiment, pour vous donner un petit peu la structure et le schéma de la relation, on a grandi ensemble, on s'est construit ensemble et on s'est mutuellement façonné l'un avec l'autre. Ce qui fait que ça a vraiment été une relation qui s'est construite petit à petit. Et donc il y a eu vraiment comme pilier très 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 fort dès le début l'amitié. En fait, c'était vraiment pour vous raconter un petit peu une petite anecdote de quand on s'est rencontrés, donc il y a 10 ans. Je me souviens le premier date, donc le premier date c'était un café, genre on s'était rencontrés après le déj vers 14h30 pour un café, et on était restés littéralement toute l'après-midi, 14h jusqu'à 19h, et en fait le resto nous avait virés parce qu'il dressait les tables du soir, tu vois. Et je me souviens, j'ai appelé ma meilleure amie à ce moment-là et je lui ai dit, meuf, je pense que je vais jamais sortir avec ce gars, mais j'ai rencontré mon best friend, tu vois, genre vraiment fun, on a rigolé, mais à ce moment-là, amoureusement, je me projetais pas. Et lui, c'était un peu l'inverse, donc c'est raconté ça après, des années après, mais en fait, tout ça pour vous dire que dès le début, il y a eu comme énorme pilier et ciment de la relation, une amitié très 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 forte, beaucoup de fun, beaucoup de rire, beaucoup de complicité, avec vraiment, tu sais, ce truc naturel où tu arrives à être 100% toi-même avec la personne dès les premières secondes. Donc ça a été un petit peu l'ingrédient moteur de notre relation au fil des années, qui a été là dès le début, qui a été là pendant, qui est là après, et en fait avec vraiment ce fil rouge qui nous a vraiment tenus, sachant que moi, dans les piliers du couple qui comptent le plus, vraiment, j'ai toute une théorie d'ailleurs sur le couple, j'en ferai un autre épisode, où pour moi il y a 4 piliers dans un couple, et l'un de ces 4 piliers c'est l'amitié. Et quand je parle d'amitié, je parle de complicité, de rire, de fun, tu vois que, en gros, la personne, ce soit ta personne préférée, tu vois ou pas, c'est vraiment ta personne, c'est vraiment le truc de... Si t'es avec la personne, tu feel like home, tu vois, il y a ce truc de je me sens comme à la maison si je suis avec cette personne, et donc mon écosystème peut changer. S'il y a ce repère amical, fun, complice, du quotidien, tu vois, il y a aussi le côté, après, parce que je voulais pas tout faire l'historique de la relation, c'est pas du tout l'objet de l'épisode, mais tu vois, même après, quand on a vécu ensemble, etc., parce qu'on a vécu ensemble très très vite, il y avait ce côté,
coloc aussi, tu vois. Ça marche bien, ça roule, c'est fun. On se disputait jamais, 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 jamais. Je pense franchement qu'en 10 ans, on a dû avoir 3 embrouilles. Enfin, vraiment, c'était le truc, tu te poses même pas de questions, c'est archi fluide, etc. Donc là, on pourrait se dire, bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pourquoi? Mais j'arrive, je vais vous expliquer. Mais du coup, ça, c'est un des points un peu voilà, piliers de la relation. Et puis, bah, deuxième point qui est super important, c'est que quand tu rencontres quelqu'un à 23 ans, alors, dans plein de cas de figure, ça peut marcher, hein, toute une vie. Bah, nous, ça a marché pendant 10 ans. Mais il y en a pour qui ça peut marcher pendant 50, c'est pas la question. Mais en tout cas, tu le sais que l'un des enjeux de la relation, ça va forcément être la phase de maturation. Tu vois, c'est-à-dire où tu deviens une sorte de jeune adulte, voire grand ado, souvent pour les mecs, parce que, on va pas se le cacher, les mecs sont quand même immatures beaucoup plus longtemps que les femmes. Encore plus de ça, dans mon cas, moi j'habite seule depuis que j'ai 14 ans, donc il y a une émancipation qui s'est faite très très jeune, un processus de maturité qui s'est fait très 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 jeune aussi, trop jeune peut-être, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, tu le sais quand tu rencontres quelqu'un dans le tout début de ta vingtaine, que l'un des défis qu'il y aura at some point, c'est comment on évolue. Parce que bah, quand tu rencontres quelqu'un dans le début de ta vingtaine versus quand tu rencontres quelqu'un dans ta trentaine par exemple, t'es pas du tout la même personne. C'est sûr et certain que c'est pas du tout la même personne parce que littéralement de 20 ans à 30 ans, c'est la décennie où tu évolues le plus, dans le sens où tu limites, c'est une mutation. Et la personne qui est de 20 ans, elle n'existe plus à 30 ans. Sincèrement, c'est hyper différent parce que tu te construis entre temps, parce qu'il y a plein de choses, c'est la fin des études, c'est le début de la vie active. D'un point de vue amoureux, tu te construis. Si tu fais le travail sur toi, ben, généralement, c'est une décennie pendant laquelle tu commences la thérapie. Surtout dans notre génération à nous, on va pas se le cacher. Donc moi, j'ai commencé la thérapie à 24-25 ans. Tu t'affirmes professionnellement, tu t'affirmes en tant que femme. Tu commences à gagner de l'argent. Bref, il y a énormément de plein de petites choses plus ou moins visibles qui changent, ton rapport au corps, mais plein de choses. Et même dans la société, le rapport que la société, le collectif a à toi, il change aussi. Parce qu'une femme dans sa vingtaine, on n'a pas les mêmes attentes versus dans sa trentaine. Bref, long story short, pour vous dire que tu le sais, à mon sens, hein, si t'es un peu éveillé, que l'un des défis que t'auras quand tu es en couple dans ta vingtaine et qu'il y a une projection commune, et que l'idée c'est pas d'avoir une date de péremption, tu sais qu'en fait il y aura un truc de waouh, un des défis ça va être de grandir ensemble et que nos visions de la vie continuent de coexister et continuent de s'harmoniser. Il y aura aussi un défi sur la vision de la vie. Quand je parle de vision de la vie, quel style de vie tu veux vivre? Où est-ce que tu veux vivre? Quelle place veux-tu que le travail, l'argent, la réussite sociale prennent dans ta vie? Quelle place veux-tu que les amis, la famille, les relations sociales prennent dans ta vie? Comment abordes-tu l'éducation de potentiels enfants? Est-ce que... Enfin, tu vois, tout ça, c'est des discussions, forcément, qui vont arriver et qui vont rentrer en ligne de compte sur la capacité à continuer à se projeter au-delà de la vingtaine. Parce que, encore une fois, dans la vingtaine, tu peux vivre les choses avec une forme de légèreté ou en tout cas d'immédiateté. Ouais, t'es beaucoup plus dans le présent et t'es pas forcé d'être dans une projection outre mesure. Mais quand tu grandis et que la relation continue, tout ça arrive. Tout ça arrive. Et donc forcément, ça rajoute des défis à la relation et ça met aussi le couple à l'épreuve sur sa capacité à se réinventer, à être mutuellement à l'écoute des besoins et de la vision de l'autre et à co-construire ensemble. Et c'est vrai que moi, j'ai une personnalité de locomotive. Moi, j'ai une personnalité, je prends le lead très fort, très naturellement, très facilement. Et j'ai une petite tendance, on va pas se le cacher, aussi assez autoritaire. Alors, pas du tout dans ma manière de communiquer. Je suis quelqu'un d'assez doux, je communique beaucoup, je m'exprime beaucoup par les mots, je suis très tactile, etc. On ne parle pas de ça. Hein. C'est plutôt... je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et mon partenaire le saura. C'est-à-dire qu'on peut pas trop me faire ce procès-là, tu vois. Parce que je m'affirme, parce que je verbalise, parce que je pose mon cadre, je pose mes limites, etc. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime, parce que je l'ai aussi appris dans ma relation hein, avec mon ex, mais
Je suis vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un qui aime construire. Pour moi, la relation parfaite, elle te tombe pas toute crue, tu vois, dans la bouche. Tu dois vraiment la construire. Et la construction d'une relation demande maturité, courage, communication, conscience de soi, ego maîtrisé. Ça demande énormément de skills, tu vois, humaine, communication, etc., pour aller vers quelque chose de beau, pour aller vers quelque chose de fécond. Sinon, sinon moi je suis déjà out of the truc, tu vois. Enfin, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Donc le truc, c'est que je pense que assez naturellement, j'ai pris le lead, tu vois. Et donc, il y a eu un peu une sorte de... Je pense que ça, c'est l'un des premiers trucs, mais une sorte de dynamique où moi, j'ai l'impression d'être nourrie dans la relation parce que a priori, ça ressemble à peu près à ce que je veux en termes de vision, mais dans le fond du truc, je pense que je vois un peu des dissonances justement en termes de choix de vie de fond, ou en tout cas de volonté profonde quand il s'agit de vision de la vie, etc. Après là, je ne veux pas vous faire les raisons, genre toutes les raisons pour lesquelles on s'est séparés, etc. Mais juste pour vous mettre un peu de cadre, un peu d'historique. Donc on parle d'une relation très longue, on parle d'une relation qui s'est vécue de 23 à quasiment 33, on parle de construction commune, on parle d'amitié très forte, complicité, coloc, etc. Mais on parle aussi de profils de personnes diamétralement opposés sur à peu près tout le reste, de schémas d'attachement opposés, de vision de la vie parfois opposée, de personnalité et de hobby, centre d'intérêt parfois aussi un petit peu opposés. Donc c'est particulier parce qu'il y a aussi beaucoup de valeurs communes, mais en même temps plein de choses qui finalement dans l'évolution, c'est comme si pendant longtemps ça fait comme ça, et puis d'un coup ça fait comme ça, mais sans qu'il y ait de conflit. Et c'est là où, en ce qui me concerne, je pense que parfois on s'est un peu auto-piégés tous les deux, tu vois, c'est parce qu'il y a une évolution qui est commune pendant très longtemps, et puis après il y a des chemins qui divergent. Et finalement, cette divergence, elle se fait dans une forme de tranquillité, d'harmonie, de communication, d'amitié. Donc elle n'est pas vécue comme une divergence problématique. Mais en fait, c'est une divergence problématique, de fond, tu vois. Donc tu as deux personnes qui atterrissent finalement à deux endroits très différents, dans leurs aspirations, dans leurs besoins, dans tout un tas de choses, qui fait que, objectivement, la relation, elle ne fonctionne plus. Mais comme parce que on est face à deux personnes très saines, qui s'aiment énormément, etc., bon bah du coup, il n'y a pas de conflit. Et puis ça roule plutôt bien. Donc je me dis, mais enfin, pourquoi on va se séparer, tu vois? Et c'est une discussion qu'on avait régulièrement de... En fait, objectivement, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qui marchent plus forcément. Mais en même temps, mais qu'est-ce qu'on se marre, on s'entend archi bien, on a vraiment les mêmes valeurs. Et là, je vous parle de tous les piliers absolus. Sincérité, loyauté, famille. Enfin, vraiment, on est là sur le profil ultime du nice guy. Tu peux dormir sur tes deux oreilles, c'est safe. Enfin, vraiment, c'était ça. C'était princess treatment fois 1000. Nice guy fois 1000, je peux compter sur lui fois 1000, hyper dévoué, hyper gentleman, hyper tout ce que vous voulez. En fait, c'est-à-dire que tu regardes de l'extérieur, tu vois deux personnes qui se parlent vachement, qui sont potes, ça fonctionne bien, en plus, bon, bah, un peu vie de rêve de l'extérieur, tu vois, machin, pas de dispute, donc tu te dis, bah, ça roule. Sauf que non, parce qu'on en revient à ce que je vous disais sur le fait que philosophiquement, le ça roule, ça me va pas. Ça roule, c'est pas assez. Bien, c'est pas assez. Je veux du grandiose. Je veux de l'exceptionnel. Je veux... et j'estime que je mérite, et que lui aussi, de vivre une vie hors norme en termes de joie, de bonheur, de connexion, de spiritualité. En fait, tous les piliers que je mets, tout ce que je mets symboliquement derrière l'amour, le couple, la relation amoureuse, pour moi doit être grandiose. Et oui, mais c'est bien, oui, mais c'est safe, oui, mais on rigole bien, oui, on est les best friends. Bah,
donc vous êtes best friends. Et même si l'amitié c'est ultra important pour moi, etc., je crois que j'ai évolué sur le fait que mais j'ai pas envie que mon futur husband ce soit juste mon best friend. J'ai envie que ce soit mon husband. Et j'ai envie que donc il y ait bien sûr une super amitié, complicité, mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Et je pense qu'on était mutuellement plus capables de se donner mutuellement, encore une fois, ce qu'on désirait au fond. Et je pense que moi j'avais un besoin, tu vois, d'intensité, de grandiosité, de romanesque, d'absolu, on y revient, de beauté, de grandiose, que je ne recevais pas, en mes termes en tout cas, et inversement. Sauf que, il faut toujours un courageux pour prendre la décision, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que ce qui m'a aussi mené, mine de rien, à prendre autant de temps, parce qu'on pourrait se dire, tu t'en es pas rendu compte avant 10 ans, etc. Déjà, oui, mais pour toutes les raisons que je vous ai données, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a parfois plein aussi de mini-compromis ou de mini-renoncements que tu acceptes de faire sans te rendre compte qu'il te coûte à force et à répétition ta joie, ta lumière, ton bonheur, ton épanouissement, tu vois. Et donc je pense que ce qui m'a aussi menée dans ce piège-là, c'est que j'avais tendance à hyper focus sur mes sentiments, donc l'amour, et pas assez sur mes besoins. Et quand j'ai commencé à me poser des questions comme est-ce que la manière dont je suis aimée aujourd'hui, aussi belle soit-elle, c'est la manière dont j'ai besoin d'être aimée et la manière dont j'ai envie d'être aimée jusqu'à la fin de ma vie? La réponse était non. Est-ce que la relation telle que je la vis me permet de me sentir dans mon corps, dans mes tripes, de me sentir la version la plus épanouie, lumineuse, libre de moi-même? Non. Et en fait, j'avais tendance, encore une fois, à hyper focus sur des éléments, comme par exemple, oui, mais je suis en sécurité. Oui, mais cet homme avec ses valeurs et le fait qu'il soit sain et vraiment bon et vraiment dévoué et vraiment dans une optique de construction commune, c'est rarissime, oui. J'avais tendance à hyper focus, et ça c'est aussi une tendance que j'ai, à hyper focus sur tout ce qu'il y a de bon chez la personne et dans la relation, plutôt que de focus sur ce dont j'ai besoin et ce qui est vrai pour moi en termes de ressenti et d'intuition. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça, parce que déjà on a été conditionnées à survaloriser la sécurité affective, sécurité matérielle, peu importe le registre qui vous active le plus, et à se méfier de notre intuition ou de nos passions ou de nos ressentis. Et je crois que c'est dangereux parce qu'en fait, on se coupe de beaucoup de capteurs et de beaucoup de data presque, tu vois, de beaucoup de choses qui sont en nous, qu'on sait au fond de nous, qu'on sait dans notre corps, qu'on sait dans nos tripes, mais qu'on ne prend pas au sérieux et qu'on refuse de valoriser comme étant une vérité, parce qu'on laisse toute la place à une forme de rationalité, et même, on laisse toute la place à nos peurs. On laisse toute la place à nos peurs, à nos craintes, parce que le besoin numéro 1 qu'on va mettre en avant, c'est le besoin de sécurité. Et c'est là que le travail sur soi, l'amour de soi, mais même aussi le fait d'investir sur soi, de se créer une carrière, de plein de choses, est super important. Parce que le jour où la personne qui provide cette sécurité, c'est toi-même, ça te libère de tous ces pièges-là. Et moi, c'est vraiment aussi cette réflexion-là que je me suis faite, mais je me suis dit, mais en fait, Jade, la sécurité affective, la sécurité financière, la sécurité matérielle, tu es capable de te la donner, tu es capable de
nourrir tes besoins, tu es capable de te prendre en charge, tu le fais depuis des années déjà, mais tu n'as pas fait la mise à jour, tu vois, c'est encore comme si c'est la fille de 23 ans qui prend les décisions. Non, tu t'es construite, tu as une vie, enfin, il y a plein de choses. Et inversement pour lui, tu vois, il y a ce truc de, en fait, l'autre n'est pas dépositaire de ta sécurité, de ton confort, de ta stabilité. Tu dois être capable de te le donner pour toi-même. Et c'est important, évidemment, que l'autre ne soit pas un perturbateur et qui participe à ça dans la relation. Mais ça peut pas être le critère. Et tu peux pas baser tes choix, tes décisions de vie sur ça. Ou en tout cas, pas que sur ça, pas hyper focus sur ça. Et en fait, il y a aussi quelque chose que j'ai observé et que j'ai beaucoup détricoté et travaillé, et donc solutionné en thérapie, c'est que je me faisais piéger par l'une de mes valeurs qui est la loyauté. Je suis quelqu'un d'excessivement loyal. Et parfois, je me fais un peu piéger aussi parce que ma loyauté va vraiment surclasser d'autres valeurs qui sont importantes pour moi, comme par exemple la sincérité, l'amour ou la liberté. Et parfois, il faut que je fasse attention et que je dois refaire des arbitrages, tu vois. Parce que je me suis rendu compte que par loyauté aussi, il y a plein de choses que j'ai mis sous silence. Il y a plein de renoncements et de petits deuils que je faisais au quotidien. Vraiment, il y a toute une partie de moi qui était éteinte. Il y a une partie de ma lumière que je contenais pour pas trop briller, pour pas trop écraser, pour pas trop exister, pour pas trop déséquilibrer la relation. Et il y a aussi une part de cette longévité qui était due à ma loyauté envers cette relation, envers le passé, envers le vécu, envers l'historique, envers les épreuves surmontées, envers, tu vois, toute cette alliance très profonde qui a été créée pendant 10 ans. Sauf que faut vraiment se questionner sur ce qu'est la loyauté. Et à partir du moment où tu n'es pas loyal envers toi-même et envers la vérité de tes ressentis, de tes besoins, de tes émotions, de ta vision et de tes valeurs, en fait, c'est une fausse loyauté, c'est une fraude. Parce que si tu étais vraiment loyal, ce serait pas par peur ou par manque de courage ou par tout ça. La loyauté, elle n'a de brio et de puissance que si elle prend racine dans la sincérité et dans le courage. Sinon, ce sont des conditionnements, ce sont un peu des loyautés qui nous enferment, qui nous entravent, et c'est pas le but. Et mes deux valeurs piliers principales, c'est l'amour et la liberté. Et donc dans mon arbitrage, à un moment donné, c'est comme si j'ai remis les choses dans le bon ordre. C'est comme si en fait j'opérais par un classement qui était loyauté, sécurité, fiabilité. 3 choses qui sont ultra importantes. Mais dans mon système de valeurs, les plus importantes, c'est amour, liberté, sincérité. C'est ça mon hymne à moi, tu vois. C'est amour, liberté, sincérité. Et quand j'ai remis les choses dans le bon ordre et que je me suis connectée à ça, et peut-être qu'effectivement pour la Jade de 23 ans, c'était pas ça les 3 piliers ultimes. Ou peut-être que ça l'était, mais que j'étais pas en capacité de vivre selon ces 3 valeurs. Parce que ça demande tellement de courage. Et c'est comme si là, la Jade de 33 ans, aujourd'hui, elle a les ressources, elle a les tripes, elle a l'audace, elle a la solidité et l'alignement pour vivre sa vie selon amour, sincérité, liberté. Et je crois que c'est aussi ça qui a changé, et c'est aussi ça qui m'a permis, tu vois, de faire ce switch et de me libérer, d'aller vers une voie qui était plus alignée, qui était la mienne, tu vois. Et sincèrement, ça m'a demandé de faire beaucoup de deuil. J'ai fait un épisode sur ça il y a quelques années déjà, mais le deuil d'être comprise, le deuil d'être aimée comme j'étais aimée dans cette relation, qui était une belle manière d'être aimée déjà. Pas assez pour moi, pas ce dont j'avais besoin, pas ce que je voulais choisir pour ma vie, mais une belle manière d'être aimée quand même. Donc il fallait que je fasse le deuil de ça. Il fallait que je fasse le deuil d'une construction de 10 ans. Il
fallait que je fasse le deuil, parce que je suis pas dupe, de certaines amitiés qui étaient aussi liées au duo, le deuil de certains lieux, le deuil de certaines personnes, le deuil d'une famille qui était devenue ma famille, le deuil d'un storytelling parfait aussi, y compris sur Instagram, y compris avec cet épisode, puisque... Et ça, c'est aussi quelque chose que je voulais vous partager, parce que parfois on s'entrave à cause de ça, avec tous ces... Non mais moi je suis la fille comme ci, ou moi je suis pas la fille comme ça. Et moi dans mon narratif, depuis 10 ans, il y avait vachement ça. Il y avait, non mais moi je suis la fille en couple, non mais moi je suis la fille sérieuse, non mais moi je suis la fille avec un parcours lisible, et moi je suis la fille... qui va pas sur les dating apps, et moi je suis la fille, je suis toujours avec le même mec depuis 10 ans, et on a un chien ici et là, et machin, et les trucs, on fait nos voyages, et c'est et c'est, tu vois, il y a un peu un truc performatif dans le couple, surtout si c'est un couple en mode on avait une vie cool, machin, stylé, tititi, tatata, avant on partageait notre vie privée sur Insta, et ça vas-y, et ça like, et trucs, là, vous faites rêver, baby, c'est le deuil de ça aussi, le deuil de ce storytelling, qui n'a aucune valeur par ailleurs. Mais un deuil quand même, parce que tu te racontes l'histoire que tu es ça. Et tu utilises le « je suis ». C'est pas « je suis », c'est « j'ai fait, j'ai découvert, j'ai exploré », c'est pas « je suis ». Parce que le « je suis », peu importe avec qui tu es, comment tu es, etc., il t'appartient, personne ne pourra jamais te le voler. Le « je suis », c'est toi qui le design. Mais donc, ça demande aussi de faire tous ces deuils de qui t'étais hier, ces deuils de où t'étais, ces deuils de lieux, de personnes, de souvenirs aussi. Je suis quelqu'un de super nostalgique. Et donc, forcément, ça questionne sur l'après aussi. Parce que si tu fais le deuil de tout ça, ben waouh, peut-être que tu vois, demain, du coup, je serai la fille célibataire, la fille qui va à des dates, la fille qui truc, la fille, tu vois. Avant, moi, dans le groupe de copines, ou même dans les vacances, je suis celle qui est avec son mec. Je suis celle, les copines célibataires viennent avec nous. Tu vois, on est un peu le couple, tu vois, de référence, etc. Bref, il y a plein de petites choses. Et donc, c'est pas facile. C'est pas facile, ça demande de déconstruire tout un tas de choses, ça demande d'affronter ses peurs, ça demande de, tu vois. Et tu vois, je pense à vous aussi quand je fais cet épisode, mais moi, j'avais pas spécialement cette pression des enfants. Alors que, objectivement, je pourrais, tu vois, 33 ans, bon, voilà, on pourrait se dire, oh là là, mais du coup, quand tu quittes quelqu'un à 33 ans, ce qui fait hyper peur, mais hyper peur. Et d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé avec mes amis, et même quand d'autres personnes vivaient des situations similaires, on en parle, etc. C'est ce truc de, putain, tu quittes dans ta trentaine, tu recommences à zéro. Donc, admettons, tu sais, il y a un peu ce décompte, tu sais, de... Alors, attends, mais du coup, si je rencontre quelqu'un à 35 ans, bon, le temps d'eux, et admettons, vraiment, c'est waouh tout de suite, mais il faut qu'on soit au moins 1 an ensemble avant de se marier, et puis attends, du coup, 1 an de plus avant d'avoir des enfants, et donc, alors, attends, ça veut dire que j'aurai pas d'enfants avant 37, enfin, je serai enceinte à 37, mais du coup, je les aurai à 38. J'avoue que moi, je ne fais pas trop ce genre de calcul, je réfléchis pas trop comme ça, parce que j'ai pas cette pression par rapport aux enfants du tout, mais... évidemment que ça rentre en ligne de compte. Et évidemment qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas partir, qui n'osent pas rompre dans leur trentaine, changer de voie, recommencer, s'expatrier, whatever, parce qu'en fait, elles se disent, mais je vais pas recommencer de zéro. Je vais pas prendre le risque de quitter quelque chose qui est bien, qui fonctionne, sans garantie de ce que je vais retrouver derrière, sans garantie qu'il y a mieux qui m'attend, sans garantie que je vais pouvoir réaliser mon rêve de fonder une famille, je vais pouvoir réaliser mon rêve de me marier, whatever, tu vois. Et donc c'est vrai que moi, j'avais pas cette pression-là vraiment, mais forcément que l'idée, elle te passe par la tête, tu vois. Moi, c'était pas trop par rapport aux enfants, mais il y a ce truc, par exemple, de... moi, je suis très romantique, je suis une amoureuse de l'amour, donc moi, je veux absolument me marier, et puis même la symbolique religieuse, légale, etc., elle est très importante pour moi. Donc, il y avait quand même ce truc de, attends... Donc, du coup, là, je remets fiançailles, je quitte une relation qui est bien, sans aucune garantie de trouver la relation grandiose et de créer, de construire, parce que si tu la trouves pas, hein, tu la crées, tu la construis, mais de rencontrer quelqu'un qui me donne envie de repartir dans cette construction-là, sachant qu'aussi, il y a tout ce truc de, attends, j'ai toutes mes habitudes, tous mes repères, tout est fluide, tu sais, là, va falloir tout réexpliquer à quelqu'un d'autre, va falloir re-raconter mon passé, mes traumas, ma vie, mes habitudes, nanana, et les trucs et machin, alors attends, la Martinique, enfin...
tu te dis, ouh là, flemme un peu, non? Flemme un peu. Mais on en revient à ta vision de la vie, ta personnalité, ta philosophie. C'est pour ça que je vous parle du fait de connaître sa philosophie de vie, son éthique, ses valeurs et de live by them. C'est-à-dire qu'en fait, je peux pas vous raconter tout ce que je vous raconte toutes les semaines et prendre la décision la plus importante de ma vie sur une base de « Ah non mais flemme de repartir de zéro » et puis oh, « Ça fait peur, imagine je retrouve pas » et puis non, et puis non. T'imagines la fraude ultime que je serais si je faisais ça, si je vivais comme ça? Mais franchement, on coupe le podcast tout de suite. J'arrête mon métier tout de suite. Tu peux pas prôner l'alignement, la sincérité radicale, le courage et ne pas, dans ta vie, faire tout ce qui est en ton pouvoir pour honorer ce en quoi tu crois. C'est pas ma vision des choses. Et donc, bien sûr que j'ai eu peur. Bien sûr que flemme de tout recommencer à zéro. Bien sûr que je me dis, voilà. En plus, maintenant, aujourd'hui, je suis encore plus affirmée, encore plus de besoins, encore plus de nanana, encore plus que fruits, encore plus de critères, encore plus de standards. C'est-à-dire que moi, mes standards, ils pètent le plafond. Je te dis, attends, ça va être une aventure sympathique à l'après, tu vois. Mais je peux pas réfléchir comme ça. Donc j'ai pris cette décision. Peu importe le regard de la société, peu importe le regard de mes proches. En l'occurrence, mes proches ont été d'un soutien, d'une douceur, d'une compréhension, mais même, je dirais même, d'un enthousiasme, incroyable. Je suis là, ah bon? Ok, génial. Je vous ai bien choisi, vraiment un premier cercle, deuxième cercle de qualité. On vous aime, on vous adore, merci beaucoup. Non mais franchement, j'étais là, mais quelle bénédiction quand même d'avoir des personnes comme ça autour de moi. Donc je me suis jamais sentie aussi... je me suis étouffée. Je vous ai dit donc, je me suis jamais sentie aussi soutenue, aussi aimée, aussi entourée, aussi écoutée. Et en fait, j'ai vraiment vu ce que c'est d'être aimé vraiment pour ce qu'on est et d'être entouré de personnes qui ne vous voient pas de manière transactionnelle et qui ne vous limitent pas, enfin, qui ne vous enferment pas dans une petite boîte, qui vous voient avec votre complexité, vos ambivalences et qui vous laissent être complexe et ambivalente et qui vous laissent être un être humain et qui vous laissent être ce que vous êtes. Et en fait, c'est marrant parce que mes ultra proches, vraiment mon tout premier cercle, mais ils n'ont pas du tout été étonnés. Tu sais, tu pourrais te dire, gars, je vous ai fait une annonce il y a 2 mois, là je vous fais l'annonce de c'est fini. Je m'attendais à des chocs, ah bon, mais comment ça? Mais alors attends, mais je suis choquée, mes mains. Et 100% de vraiment mon premier cercle, ils savaient, en fait, ils me connaissaient, pour eux c'était juste une question de temps, et ils savaient que j'allais finir par faire ce cheminement-là. Donc on peut être surpris, on peut être agréablement surpris, on peut recevoir, dans les moments où on s'y attend le moins, une dose d'amour, de soutien, de lumière qui est exceptionnelle. Et donc j'ai eu la chance aussi de vivre cette épreuve-là comme ça. Et c'était assez fou, quoi. C'était assez fou. Attendez, guys, petite interlude. Je vais boire de l'eau parce que je suis en train de m'étouffer, là. J'arrive. Il y a trop d'allergie, là, j'arrive. Et donc, voilà. Donc, j'ai rompu mes fiançailles, guys. C'était donc... après l'été, septembre-octobre, dans ces eaux-là. Et après, vous l'avez vu, hein, ça a été une période pendant les 10 derniers mois exceptionnelle. Complètement folle à tout niveau. Bon, déjà, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée passer 1 mois à l'île Maurice. C'était dingue. Franchement, c'était un peu un family trip et en même temps aussi un solo trip. Je me suis fait des amis là-bas. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles. C'est vraiment devenu une de mes safe places, l'île Maurice, et je pense que c'est un endroit où je passerai régulièrement pour passer des longs séjours. Enfin, ça va devenir vraiment un de mes points d'ancrage parce que j'ai eu un coup de cœur pour cette île. Je me suis sentie bien tout de suite, enfin, c'était exceptionnel. Donc j'ai fait Bali. Après, je suis partie à l'île Maurice. Après, vous l'avez vu, je suis partie à New York. Alors ça, c'était vraiment sur un coup de tête. C'était fou, je l'ai vlogué, donc vous l'avez vécu avec moi. Ensuite, je suis partie 6 semaines aux États-Unis de nouveau, à Miami. J'ai fait une petite interlude en Martinique pour le travail. Je suis revenue à Miami aussi pour le travail. Dingue. Franchement, j'ai eu mes premiers clients américains. Enfin, il s'est passé plein de choses. En fait, c'est comme si
À partir de ce moment-là, tout a fleuri, mais c'est comme si en fait ma vie est devenue un printemps en un claquement de doigts. Et tout a fleuri de manière harmonieuse, mais aussi beaucoup plus rapidement. C'est comme si en fait j'ai eu le sentiment d'avoir planté plein de graines ces 10 dernières années, et que depuis cette décision-là, en fait c'est le moment de la récolte. Et c'est exceptionnel. Et c'est vrai pour le perso, c'est vrai pour le pro, c'est vrai pour plein de choses. Et j'ai du mal à y croire, en fait. J'ai du mal à y croire. Mais comment je l'ai vécu, c'est vraiment... Et je parle assez peu de foi et de spiritualité et de religion sur mon podcast, mais j'ai vraiment eu le sentiment que Dieu m'a envoyé cette ultime épreuve, cet ultime test de... Tu dis que tu as cette vision de la vie, tu dis que tu as cette éthique, tu dis que tu as ce rapport-là, tu dis que tu as ces valeurs-là par rapport à la vie, etc. Voilà le test ultime. Et si tu le réussis, je te promets des cadeaux dont tu n'as même pas idée aujourd'hui. Et je l'ai vraiment vécu comme ça, et j'ai l'impression que depuis, la vie m'offre des cadeaux dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence, en fait. Pourtant, ça se fait pas dans une tranquillité tout le temps, dans une facilité. Par exemple, il y a des moments de solo trip à Miami ou à New York qui ont été difficiles. Il y a eu des moments d'angoisse, il y a eu des moments d'insomnie, il y a eu des moments de remise en question, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de peur, il y a eu des moments de désorientation, etc. Mais il y avait vraiment quelque chose en moi, chevillé au corps, de... Non, tu sais, et tu as ce qu'il faut pour continuer à voguer sur ce bateau qui est le tien et qui est ton chemin et qui est ta voie, etc. Et en fait, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable parce que depuis, le champ des possibles s'est complètement ouvert. Et même, ce qui change aussi, c'est la manière dont je parle de moi, la manière dont je m'appréhende. Et en fait, je me rends compte aussi que je me mets beaucoup moins de labels et d'étiquettes sur la tête. Tu vois déjà que j'avais énormément avancé sur cette question du libre arbitre et de l'autodétermination, mais là, c'est vraiment libre. Et je me suis, mais définitivement, je crois, libérée du regard des autres et des injonctions. Mais en fait, j'en ai vraiment plus rien à faire. Pas dans une forme d'irrespect ou de retrait de l'autre, de ma vie, de « ah, je m'en fous des autres », etc. Non, jamais. Je vous le dis, le principe et la nature de l'être humain, c'est d'être un être social, interdépendant avec les autres. Mais il faut juste choisir vraiment en conscience et avec beaucoup d'amour et de liberté quels autres. De quel regard est-ce que tu t'affranchis et quel regard est-ce que tu estimes précieux pour toi et de quel regard tu te nourris. Et en fait, vraiment plus que jamais, j'ai repris le pouvoir à cet endroit-là et il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui me fait peur ou qui me limite de cette manière-là, tu vois. Et ouais, j'ai vraiment le regard des autres, mais c'est le cadet de mes soucis d'être comprise, pas comprise, que ça fasse écho et tout, je sais pas quoi. C'est vraiment, mais pas mon problème aujourd'hui, je suis pas du tout dans cette considération-là. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Vous vous en doutez, c'était il y a 10 mois, cette décision, donc entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous dire. Et d'ailleurs, ce sera l'objet de la série d'été qui va arriver sur Après Minuit. Je vous en dirai plus sur Instagram, donc abonnez-vous au compte Instagram, mon compte Instagram Jadsara et au compte Instagram d'Après Minuit. Je vais vous en parler. Il y aura les soirées d'été d'Après Minuit. Ça va être un épisode par jour. Et on va parler de ce qui s'est passé depuis. Je vais vous raconter. Il y a plein de croustilles. Voilà. Mais en tout cas, sachez que je pense que j'ai jamais été aussi alignée, jamais été aussi moi-même, jamais été aussi heureuse, jamais été aussi libre. Et je regrette pas. Et je regrette pas, pourtant, il y a encore des jours où c'est difficile, il y a encore plein d'éléments qui sont à digérer, qui sont là,
Mais je crois que je me suis vraiment fait aussi l'un des plus beaux cadeaux de ma vie en me faisant le cadeau de la vérité. Et j'ai hâte d'écrire la suite de l'histoire, j'ai hâte de mon histoire, j'ai hâte de voir ce que la vie me réserve, j'ai hâte de voir aussi ce que je serai en capacité de construire parce qu'encore une fois, j'ai pas du tout un rapport passif à la vie, donc l'idée ça va être de voir aussi comment j'évolue, quelles décisions je prends, comment je construis la suite, quel choix est-ce que je fais, dans quoi est-ce que je mets mon énergie, comment est-ce que je deviens la locomotive de ma vie et que je continue à l'être de cette nouvelle vie. Voilà, tout un tas de choses que je vais vous raconter cet été, pendant les soirées d'été par après-minuit. D'ailleurs, dans les projets exceptionnels qui sont arrivés dans ma vie depuis, eh bien c'est le voyage. On part à Zanzibar, les amis. On part à Zanzibar du 3 au 13 décembre, vous et moi. Il reste, au moment où je vous parle, 2 places pour partir à Zanzibar avec moi. C'est incroyable parce que pour l'instant j'ai juste fait une vidéo d'annonce et j'ai mis le lien dans ma bio pour ce voyage. Et il y a déjà donc 8 d'entre vous qui ont pris leur place pour Zanzibar. On sera un groupe de 10 femmes. Il y aura une accompagnatrice, on aura aussi un chauffeur et un guide local. C'est tout un voyage complètement guidé par l'agence Femmes en Vadrouille et moi-même. C'est-à-dire qu'on a des activités, des temps de détente, des temps de découverte, un safari, bref, il y a tout un tas de choses qui sont prévues pendant tout le séjour des 10 jours. Et moi, je vous prévois aussi des ateliers, des petites surprises, des moments d'introspection, des moments de connexion, des moments de partage, des moments entre femmes, de discussion, de sororité. Je vais vraiment animer ce voyage aussi. Et je suis tellement heureuse. Donc, je vous mets le lien dans les notes du podcast, évidemment. Si vous sentez que c'est le moment pour vous, si ça résonne, rejoignez le groupe. Il est exceptionnel, mais c'est un groupe de femmes, mais exceptionnel. Il reste 2 places. C'est du 3 au 13 décembre à Zanzibar. Et ça va être fou. Ça va être fou. Je vous mets aussi le lien pour télécharger la brochure. Comme ça, vous avez tout le programme détaillé. C'est vraiment le principe de Femmes en Vadrouille, c'est qu'ils organisent tout de sorte à ce qu'on lâche prise. On se pointe au début du séjour, on repart à la fin et in between, on se laisse juste porter. Et je vous donne vraiment la garantie, je vous fais la promesse que ce sera un voyage à mon image en fait, avec de la beauté, avec du partage, avec de la sincérité, avec du rire, du fun, parce que putain, on est quand même là aussi pour se marrer. Bref, ça va être génial. Et je vous attends, si ça résonne pour vous, venez, il reste 2 places. Et voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a inspiré, vous a nourri, qu'il est tombé dans votre jardin là où il devait tomber, qu'il est venu peut-être éclairer des espaces en vous qui étaient là et qui avaient besoin d'être éclairés. C'est fait. Je suis très heureuse d'avoir réussi de manière forcément peut-être incomplète, peut-être parfois maladroite, je sais pas, on verra. J'espère en tout cas ne blesser personne qui peut-être entend cet épisode. Personne concernée ou pas, mais en tout cas voilà ma vérité telle qu'elle sort aujourd'hui, telle que je vous la partage aujourd'hui. Maintenant que vous avez l'info, maintenant que c'est là, sûrement qu'on en reparlera de manière justement beaucoup plus transparente, beaucoup plus ouverte dans de prochains épisodes. Il y aura aussi peut-être des choses que je vais ajouter, voilà, des choses qui reviendront. Et voilà, en tout cas, je suis vraiment heureuse et alignée avec le fait de vous l'avoir partagé. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, les amis, pour un nouvel épisode d'après-minuit qui sera, à mon avis, le dernier avant les soirées d'été. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ouais. Ciao!